Merci Alex, bonsoir à tous. Je vais essayer de partager mon écran. Donc tout à l'heure ça marchait, mais bien sûr, on ne peut rien garantir. Voilà, ça devrait continuer à marcher. Est-ce que vous voyez mon écran? Cool, merci. Donc, merci d'être là. C'est super sympa d'ailleurs pour les gens qui ont mis leur caméra. C'est dommage pour les autres, mais en tout cas pour les gens qui ont mis les caméras, c'est super cool. Ça fait un an que c'est un petit peu le bordel, comme je pense que tout le monde le sait. Donc moi, ça fait un an que je fais des talks et en fait, ça fait un an que je fais des talks à mon écran. Et en fait, l'écran, il est super passif, c'est pas super fun, il ne donne pas de feedback. Donc, que vous affichez votre caméra, ça me permet de voir si mes blagues débiles vous font rire. Si mes trolls vous font pas rire, bref, en tout cas, ça me permet de voir les gens. C'est pas obligatoire, hein, je comprends après pour les gens qui veulent pas mettre leur caméra. Moi, parfois, j'ai pas envie, je suis en peignoir, je n'ai pas envie de le mettre, mais voilà, c'est cool si vous le faites et c'est vraiment sympa. Et donc, toujours dans le mode interaction, la plupart du temps, voilà, je parle à mon écran, puis je fais mon talk, et puis voilà, c'est fini, c'est vraiment trop, trop cool. Donc là, on a la chance d'être sur Zoom, d'être en petit comité. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, des commentaires, etc., n'hésitez pas à m'en faire part, et puis je m'interromps, et puis je commence, voilà, je commence tout de suite. Voilà. Hop, ça commence à pas marcher. Hop, hop, je recommence. Donc, j'ai la petite cliquette qui ne marche pas. Et voilà, ça marche. Donc, je m'appelle Nicolas Frankel. Ça fait 2 ans que je suis développeur. 2 ans. 20 ans que je bosse. Et presque pendant ces 20 ans, j'ai fait du dev, de l'architecture, bon, du techos. Et depuis 2 ans, je suis développeur advocate. Je bosse pour une boîte qui s'appelle Hazelcast. Alors, peut-être que si vous êtes dans le monde Java, vous avez entendu parler d'Hazelcast. Si vous n'êtes pas dans le monde Java, c'est généralement plus rare. En gros, Hazelcast, on a 2 produits. Bonsoir, Soraya. On a d'une part notre produit original qui est une in-memory data grid, Hazelcast in-memory data grid. Si vous n'avez jamais été confronté au concept de data grid, en fait, l'idée, c'est plutôt d'avoir votre structure de données qui est isolée dans votre runtime, que ce soit la JVM, Python, etc. En fait, votre structure de données, elle va être distribuée et donc vous allez pouvoir faire de la réplication, faire du sharding, etc. Donc, généralement, le truc classique, c'est j'ai une map et puis on en fait du cache avec la clé valeur. Et notre autre produit, ça s'appelle Jets et c'est pour faire du in-memory stream processing. Mais aujourd'hui, on ne va pas du tout discuter de ça. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est discuter avec vous des tests. Et donc, alors désolé, tous mes slides sont en anglais, j'ai eu la grosse flemme, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc, les tests. Vous êtes développeur, vous êtes crafter, vous faites des tests. Donc, même si vous ne faites pas du TDD, perso, je ne suis pas fan de TDD, je n'ai jamais essayé, on en discuter après. Vous faites quand même des tests. Vous faites des tests unitaires, vous faites des tests d'intégration, vous faites des tests de performance, vous faites des tests de pénétration. Bref, vous faites beaucoup de types de tests. Le truc, c'est que tous ces tests, ils sont focalisés sur votre code de production. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de bug, vous vérifiez que vous respectez les non-functional requirements, que les functional requirements. Vous vérifiez tout ça. C'est bien. Mais il y a qui connaît The Watchmen, les gardiens. Dans la BD Les Gardiens, il y a Who Watches the Watchmen. Et c'est exactement le problème. Qui s'occupe de vérifier que vos tests unitaires, ils testent vraiment quelque chose. Et c'est un vrai problème. Comment est-ce qu'on s'assure que nos tests testent vraiment quelque chose? Alors vous allez me dire, nous on sait faire, on fait du code coverage. Et effectivement, on peut faire du code coverage. Donc, vous allez vérifier, quand vous exécutez vos tests, quelles lignes de votre code de prod sont exécutées. Donc, n'importe quel idiot, y compris moi, peut comprendre ça. J'allais dire manager, mais il ne faut pas dire des bêtises, peut-être qu'il y a des managers. Donc, on a un code coverage. On va faire quoi? On va regarder le nombre de lignes de code qui ont été exécutées. On va le diviser par le nombre de lignes de code total. Et ça va nous donner un magnifique pourcentage. Et puis, fièrement, on va dire, j'ai 80% de code coverage. Et je suis un héros.
Ou alors, ouais, j'ai 20% de code coverage, bon, ok, je ne vais pas le dire, et puis je vais travailler, et puis je vais augmenter mon ratio de code coverage. Donc, ça a l'air bien. Et puis, moi, je suis développeur Java, donc dans le monde Java, on a plein d'outils de code coverage. Le plus utilisé aujourd'hui, c'est Jacoco. C'est assez simple, il y a un plugin sous Maven, je pense qu'il y en a un sur Gradle. Pouf, on l'ajoute dans notre pom.xml, on exécute nos tests, on récupère le fichier d'index, puis après, on génère un report. Facile. Voilà, et on peut se la péter. Et alors, donc c'est le moment du troll, mais qui n'est pas vraiment un troll, parce que c'est un truc qui a vraiment existé. Bien sûr, quel est le bon taux de code coverage? Donc, il y a des gens qui vont vous dire, ah, c'est 80%. Il y a des gens qui vont vous dire, ah, c'est 60%. Il y a des gens comme Robert Martin qui vont vous dire, mais il n'y a rien d'autre que 100%. Puis il y a des gens comme moi qui sont peut-être, je ne sais pas, qui ont fait trop de consulting, qui vont dire ça dépend. Alors, ça dépend, ça me fait passer pour un blaireau, ce que je peux. Voilà. Mais effectivement, ça dépend. Bref, tout ça pour dire, monsieur Robert Martin, lui, il pense que si vous faites du TDD, enfin, d'ailleurs, il prend comme prérequis que vous faites du TDD, à partir du moment où vous faites du TDD, vous devez nécessairement avoir 100% de code coverage. Point. Et je pense que alors, déjà que la cible de 100%, c'est une grosse erreur, parce qu'effectivement, ça dépend. Et surtout, ça ne veut rien dire 100%. Voilà, je viens d'avoir 100% de code coverage. Je pense que même si vous ne faites pas de Java, ça c'est du code Java, je viens d'avoir un test qui vient de faire 100% de code coverage. Pourquoi? Je n'ai pas fait d'assert, mais pardon, c'est pas grave. Code coverage est de 100%. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est un problème que moi, j'ai rencontré quand j'étais architecte d'une application qui avait été externalisée. En gros, je n'étais pas du tout architecte, j'étais, je sais pas, gatekeeper de la qualité ou machin. Et je savais que si je demandais un code coverage trop gros, j'allais avoir ce type de test. Et donc, j'avais demandé 60%, ce n'était pas énorme, 60%, puis seulement sur certains domaines. Bref, je ne savais pas trop comment faire, parce que je savais que si je demandais un truc qui était trop haut, bah, finalement, ça n'allait pas avoir la bonne signification. Donc, le problème du code coverage, c'est que c'est une métrique et que toutes les métriques, en fait, on peut cheater dessus, on peut tricher avec les métriques. Vous connaissez bien sûr l'adage que quand vous voulez atteindre un objectif et que vous mettez en place une métrique pour atteindre cet objectif, la métrique devient le nouvel objectif. Donc ça, c'est un gros problème en management, c'est comment bien choisir ses KPI. Je suppose que vous travaillez dans des sociétés où soit en tant qu'employé, soit en tant qu'indépendant, on peut discuter après de toutes les KPI débiles que vous avez pu voir dans votre carrière, mais auxquelles les gens croient dur comme fer, parce qu'il faut des KPI. Hein. On ne peut pas avoir une société sans avoir des KPI, parce qu'on veut s'améliorer, même si ça ne veut rien dire. Et le problème du code coverage, c'est que soit parce que vous allez embaucher des développeurs qui ne sont pas forcément très consciencieux, mais vous leur avez donné un objectif, donc ils vont le remplir bêtement, soit vous pouvez vous-même penser que vous avez un très bon code coverage, mais vous avez quand même oublié des cas de test. Et je vais même aller plus loin. Quand je n'ai pas de code coverage, quand j'ai très peu de tests, en tout cas quand j'ai très peu de tests et très peu de code coverage, j'ai peur de faire des modifications, ce qui était mon cas pendant très longtemps. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans, moi, je crois un an après que j'ai commencé à bosser, il y a un mec qui m'a montré, ouais, regarde, tu peux exécuter le code dans toutes les méthodes main. Donc, on avait des classes, on crée des méthodes main, puis on exécutait le code dedans. C'était notre premier niveau de test unitaire. C'était vraiment la folie, quoi. Et sans rire, je l'ai revu il y a 11 ans. Donc, 10 ans plus tard, je l'ai revu, alors qu'il y avait JUnit, il y avait TestNG, il y avait plein de trucs. Je l'ai revu chez un client en Suisse. Bon, je ne dis pas qui, mais bref. Tout ça pour dire que voilà, ça a bien perduré. Donc, quand je n'ai pas de tests, quand j'ai peu de tests, j'ai peur de faire des modifications, donc je vais faire très attention, je vais vérifier mon code 18 fois, je vais lancer des tests manuels, bref. Et après, je vais dire, OK, on peut y aller, on peut aller en prod. Quand j'ai un haut code coverage,
je vais faire mes modifs, je vais relancer mes tests, et si mes tests fonctionnent, YOLO, on va en prod direct, on s'en fout, mes tests, ils sont corrects, et donc mon code coverage, il est à 100%, mes tests sont verts, j'ai rien cassé, on peut y aller. Et ça, c'est super dangereux. Donc, je pense que le code coverage, comme je l'ai montré, ne permet pas de vérifier la qualité du code. Donc, on peut s'arrêter là et puis dire, ah ben voilà, arrêtez d'utiliser des métriques qui servent à rien. Bonne soirée, et puis la semaine prochaine. On peut aussi dire, bon, bah, comment est-ce qu'on fait pour faire mieux? Et en fait, ce problème que je vous ai expliqué, de dire, ah ben, j'ai des externes et comment je vérifie, c'est un problème qui m'a vraiment pas travaillé, mais en tout cas, j'y ai pensé régulièrement. Et puis, j'étais à une conférence et j'ai eu un quickie sur 5, je ne sais plus, ça devait être 10 minutes sur les tests de mutation. Et j'ai trouvé ça résout le problème d'une manière super élégante. Donc, les tests de mutation. Donc, j'ai un petit parallèle. Bon, la presse, elle date un peu, parce que ça fait un petit moment que je fais cette presse. Donc, c'est X-Man 1, je crois que c'est le X-Man 1, donc il y a un petit moment. Donc, il y a deux personnages, si vous vous souvenez. Il y a le méchant, qui est William Stryker, et qui est le papa du mutant. Il faut bien suivre. Et donc, dans mon parallèle, je vais faire un parallèle. Le papa, c'est le source code de base. Et puis derrière, on va modifier le source code de base pour créer un mutant. Donc, imaginons que le papa, il ait une classe math. Si vous faites du Java, oui, j'ai réimplémenté la classe math avec un truc débile. C'est juste pour l'illustration. Donc, j'ai une classe math qui a une méthode add et qui fait I1 plus I2. Waouh, dingue. Et après, je vais créer un mutant qui va remplacer le plus par un moins. Donc, je me retrouve avec deux versions du code, enfin, deux versions du même code, je veux dire. Donc, dans le test standard, ce qu'on va faire, on va exécuter le papa, le non-mutant, et puis on va vérifier que c'est vert. Si c'est vert, tout va bien. Dans le test de mutation, on va exécuter le même test, mais avec le code source qui a été modifié, on va vérifier le résultat. En fait, il y a deux solutions. Soit le code, dans ce cas-là, plante, le test plante, ce qui fait que le test, il doit bien faire quelque chose quand même. Soit il est quand même vert, et là, on peut se dire qu'il y a un problème. Revoyons la chose au ralenti. Donc, dans le premier cas, on dit qu'on a tué le mutant. Dans le deuxième cas, on dit que le mutant a survécu. Donc, c'est l'inverse du film. Il faut tuer les mutants. Le but, c'est kill all mutants. Okay, donc, il ne faut pas être les X-Man, il faut buter les mutants. Donc, je recommence. Quand on survit, ça veut dire qu'on a changé le code source, mais le test passe encore. Quand on tue, on a changé le code source, et donc on fait échouer le test. Donc, je reprends mon exemple. Et j'ai fait mon test maintenant, et ce qui se passe, c'est que je fais mon test sans assertion sur le code source originel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vert, puisque je n'ai pas d'assertion, je n'ai pas fait échouer mon test, tout va bien. Maintenant, je fais le mutant. Donc, le mutant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer le plus en moins. Je refais le même test. Il n'y a toujours pas d'assertion, donc il est toujours vert. Problème. Maintenant, si je rajoute l'assert, mon test initial, il est vert. Et si je fais le mutant, mon test qui n'a pas changé, il asserte bien et j'échoue mon test. Donc, c'est fondamental de dire, je change mon code source, mais mon test continue à être vert, il y a un gros problème. Donc, moi, je suis un javaïste. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est pertinent pour Java, mais à la fin, je vous filerai une référence où c'est une awesome list où ça référence pour chaque langage les outils de mutation testing qu'il peut y avoir. En sachant que j'ai l'impression, mais après, ça peut être mon sentiment subjectif, que je suis quand même bien dans l'écosystème Java, qu'en Java, on est quand même plutôt avancé. Mais je peux me tromper et je serais ravi si vous trouvez votre bonheur
dans les stacks que vous utilisez. D'ailleurs, petit sondage, est-ce que vous voudrez bien écrire dans le chat la stack que vous utilisez? Ça m'intéresse, parce que ce n'est pas la peine que j'en fasse des tonnes sur Java si vous utilisez tous Node. Java, donc ça c'est cool, j'en ai au moins un. Kotlin Java, c'est bien cool aussi. Java, oh, moi c'est cool, ça va. Ok, très bien. Bon, bah, c'est parfait alors. Quelqu'un ne fait pas de Java en fait? Non, j'ai l'impression que vous faites tout du Java. Cool. Ok, bah, c'est parfait. Je vous ferai quand même le lien, parce que peut-être que Kotlin, Java, Go, Python. Ah, ok. Cool. Très bien. Ok. Donc, Pit, c'est l'outil que j'ai trouvé de référence pour faire du mutation testing en Java. Il a trois manières d'être invoqué à la ligne de commande. Okay. Il est aussi intégré avec Ant. Bon, voilà. Oui, il est intégré avec Maven. Et je crois qu'il y a maintenant une intégration avec Gradle, mais une fois que vous avez la ligne de commande, c'est assez simple. Ah, j'ai retourné le focus, donc mon clicker, il ne marche pas. Comment ça fonctionne? En fait, les mutants, on ne va pas les créer n'importe comment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer des mutators qui vont aller vérifier des patterns, qui vont changer ces patterns en autre chose. Donc, je ne vais pas vous faire tous les mutators, ça c'est les mutators de base. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, on va changer le supérieur ou égal, supérieur en supérieur ou égal. On peut aussi faire l'inverse, on peut changer le supérieur ou égal en supérieur. On va changer le égal en différent de. On va supprimer complètement les conditionals, donc on va toujours remplacer par true. On va changer le plus en moins. Enfin bref, il y en a plein de cas. Et vous pouvez même faire les autres. Donc, vous en avez certains qui sont out of the box et qui sont préconfigurés, et c'est ceux qu'on vous propose d'utiliser. Vous en avez où vous devez faire du opt-in, et puis vous pouvez créer les vôtres si typiquement il n'y en a aucun qui vous intéresse. Il y en a quelques-uns qui vont m'intéresser particulièrement, parce que je vais vous faire la démo après. Conditional boundary. Donc, supérieur ou supérieur égal, inférieur égal. À chaque fois qu'on a ce type d'opérateur, il faut être sûr qu'il faut tester la limite. Il faut tester la limite. On va tester au-dessus souvent, on va tester toujours au-dessous, et on oublie souvent de tester la limite. Vous pouvez être sûr que là, il y a un bug qui va se cacher. Et il va sortir au moment le plus inconfortable possible. Donc ça, c'est un mutateur super important. Truc tout bête. Quand il y a une méthode qui n'agit que par side effect, donc elle ne renvoie rien, donc side effect pur, souvent on ne va pas la tester. Par exemple, on ne va pas tester le fait qu'on ferme une connexion à la base de données. Et puis qu'est-ce qui se passe? En prod, bizarrement, votre pool de connexion, il commence à ne pas pouvoir les libérer, puis on n'arrive pas à récupérer une nouvelle connexion, puis il y a des time-out et c'est le drame. Et ça, c'est normal. Hein. Je veux dire, je suis le premier coupable de faire ça. Donc, ces choses-là qui agissent par side effect, c'est plus dur à tester, certes, mais il faut quand même le faire. Donc, le fait de les supprimer et de regarder ce qui se passe et de dire, ah ben voilà, là, cette méthode que tu appelles, tu n'as pas vérifié si potentiellement elle faisait quelque chose ou pas, c'est important de le faire. Quelque chose de stupide, on ne va pas tester equals et hashcode, il ne faut pas déconner non plus. L'IDE, il sait le générer. C'est vrai, jusqu'à ce que vous décidiez d'ajouter un attribut. Et dans ce cas-là, ce qui peut se passer, c'est que typiquement, le contrat qui veut que il faut que equals implique hashcode, vous avez oublié de l'implémenter, ou parce que c'est un stagiaire qui l'a fait, ou parce que vous n'étiez pas dedans ce jour-là, etc. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut tester, et c'est aussi des choses qu'il faut vérifier que les tests ils sont solides, quoi. Bon, j'ai beaucoup parlé, et je pense que c'est important de faire un petit peu de code. Du coup, je ne veux pas faire un show. Voilà. Du coup, donc, je me suis préparé un petit projet, et je l'ai mis à jour aujourd'hui pour être bien sûr que tout aille bien. Du coup, vous avez les dernières versions. Donc, truc stupide. Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Yes, cool. Donc, j'ai ma classe duplicate maths, j'ai mon add 1 plus i2, et puis j'ai mon test tout pourri.
ou je n'ai pas fait d'assert parce que je suis un consultant externe et que j'en ai rien à foutre. On m'a demandé 100% de code coverage et moi, je dois livrer, sinon j'ai des pénalités. Très bien. Donc, lançons-le. C'est bien le bon, ouais. Hop. Toi, tais-toi. Hop. Donc, regardons bien les choses au ralenti. Donc là, normalement, j'ai un truc qui s'appelle mutation testing. Mutation testing, assertless. Et j'ai mes pit reports. Et là, sous nos yeux ébahis, qu'est-ce que je vois? J'ai 100% de code coverage. Je suis un dieu vivant, merci. Et j'ai 0% de mutation coverage. Donc, le mutation coverage m'a bien dit que là, j'avais vraiment codé comme un cochon. Du coup, maintenant, je vais rajouter mon assert, je vais relancer le test. Et sous nos yeux ébahis, on va voir que cette fois-ci, j'ai bien fait mon boulot. Voilà. Et on peut aussi savoir pourquoi, donc je vais revenir en arrière, pourquoi est-ce que j'ai mal fait mon boulot tout à l'heure. Parce que Pete, il ne vous dit pas juste uniquement « tu as mal fait ton boulot », il vous dit pourquoi. Donc là, il vous dit pourquoi. Il vous dit « hey, j'ai remplacé l'addition avec une soustraction. » Donc, c'est l'exemple que je vous montrais tout à l'heure en faisant le truc à la main. Et le mouton a survécu. Et puis, en fait, j'ai renvoyé 0. Et puis, le mouton, il a survécu. Donc, il y a 2 violations là. Donc, pas cool. Vous allez me dire, ouais, mais ça n'arrive jamais. Nous, on est des crafters. On n'utilise pas de gens qui n'ont pas la fierté de leur métier. Nous, ça, on ne le fait jamais. OK, point taken. Donc, prenons une autre classe que vous avez bien fièrement testée. Donc, un low pass predicate, c'est de la folie, quoi. Donc, typiquement, je l'initialise avec une limite et ça me renvoie si une valeur que je lui passe est inférieure à cette limite. Du coup, j'ai mon low pass predicate test. OK? Donc, je crée à chaque fois un low pass predicate avec une limite de 5 et je vérifie, hey, je passe en dessous, hey, je passe au-dessus. Et là, vous ne pouvez pas me dire que j'ai mal fait mon boulot parce que typiquement, c'est exactement ce que la plupart des développeurs, y compris moi, ferions. Et là, j'ai 100% de code coverage. Donc, Uncle Bob, si tu vois ça et que tu comprends le français, il ne faut pas déconner, mais là, j'ai 100% de code coverage. J'ai bien fait mon boulot. Donc, regardons la scène au ralenti. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller ici dans Boundary. Et là, j'ai 100% de code coverage. Donc, on ne peut pas me dire, mais bon sang, j'ai que 67% de mutation coverage. Pourquoi? Parce qu'il a changé la boundary et il a changé vraisemblablement par inférieur ou égal. Et ça marche quand même parce que je n'ai pas testé à la limite, chose qu'on devrait toujours faire. Du coup, je rajoute un test à la limite, je repasse l'exécution de mon test, et sous vos yeux ébahis, j'arrive à 100% de code coverage. Donc, quand les gens vous disent il faut 100% de code coverage, c'est faux, ça ne veut rien dire. Même si vous faites bien votre boulot, 100% de code coverage ne veut rien dire. Et ce qui est vicieux dans ce cas-là, c'est que dans le code coverage, il y a le line code coverage et il y a le branch code coverage. Et souvent, ce qu'on va dire, c'est « Ah, le line coverage, OK, on sait que c'est un peu bullshit. » Donc, on va vérifier le branch code coverage pour vérifier qu'on fait bien les 2 embranchements. Et là, j'ai aussi 100% de branch code coverage parce que j'ai bien testé au-dessus et au-dessous. Donc, faites attention à ça. C'est hyper piégeux.
Alors, ce que je vais faire, j'ai un fichier, un projet qui s'appelle Jodamoni. Donc, Jodamoni est à la money, ce que JodaTime et OTime. Donc, c'est un bac à sable pour pouvoir avoir une meilleure modélisation des currencies, de la money, quoi. J'arrive plus à trouver le mot en français, je suis désolé. Du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est, imaginons que je veuille exécuter sur ce projet, donc un projet lambda, je veuille exécuter Pit pour voir les résultats que ça donne. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer bêtement, et puis je vais lancer ça. Donc, je fais les tests, je fais les compilations. Donc, ce que j'ai fait dans mes petits projets à moi, c'est que j'ai bindé la phase de test, enfin, j'ai bindé le goal de code coverage à la phase de test. Ici, c'est un nouveau projet, donc je ne le fais pas. Et il me dit, hey, mutation testing requires a green suit. Ça veut dire que tous mes tests doivent passer au départ. Alors, c'est bizarre, mais je vais essayer. Tout ça pour dire que ce n'est pas parfait non plus. Donc, je fais, pas compile, andouille, memvn test. Donc, regardons. Normalement, il doit avoir des tests rouges. Alors, non, je n'ai pas de test rouge. Du coup, là, on voit qu'on commence à toucher les limites de l'exercice. Pour une raison, et je ne me l'explique pas, donc ne me demandez pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Il y a des tests qui ne fonctionnent pas. Donc, par contre, je vous demande de garder ça en tête. On a 1483 tests qui prennent 7 secondes, ce qui est pas mal. Du coup, on peut aller un peu plus loin et je vais devoir exclure certains tests. Donc, les tests qui me cassaient les noisettes, je dois les exclure. Donc, je ne vais pas passer l'intégralité des tests, mais je vais passer les tests qui passent. Et puis là, je vais continuer la présentation parce que vous allez voir que ça prend un petit peu de temps. Ouais, ça prend un peu de temps. Hein. OK. Alors, typiquement, il y a des problèmes avec Pit. Hein. Ce n'est pas un outil magique. Enfin, Pit et les tests de mutation en général. Sont de 3 ordres. Vous pouvez avoir des faux positifs. On pense qu'il y a un mouton qui a survécu alors que le code il est correct. Ensuite, vous pouvez supprimer du code que vous ne voulez pas supprimer et il ne faut pas. Et puis, on va voir que voilà, j'ai lancé ça sur un projet normal et on peut voir que c'est super, super bon. Donc, typiquement, si vous codez votre algorithme de cette manière-là, il va vous trouver qu'il a changé la boundary, que le test, merci Bro, que le test est passé, mais qu'un mouton a survécu. Donc ça veut dire que il faut éviter de coder comme ça ou dire à Pit que ça, vous l'ignorez. OK, ça passe. Un peu plus pénible. Imaginons que vous ayez un call dans votre test qui vérifie un truc, mais que surtout dans le test, vous ne voulez pas l'exécuter. Donc, par exemple, ici, je vais vérifier que l'utilisateur a les permissions. Et s'il a les permissions, j'exécute reboot. Mais dans mon test, je ne veux pas rebooter la machine. Parce que pourquoi? Je veux vérifier que l'utilisateur a les permissions. Donc, je fais que mon test dans mon test, l'utilisateur n'a pas les permissions. Eh ben, quand Pit l'exécute, il va dire « ça, c'est un void method call. Je le supprime. » Et pouf, je reboot ma machine. Ça arrive moins souvent, mais il faut quand même faire attention. Vous pouvez avoir des surprises qui ne sont pas forcément agréables. Et finalement, c'est super, super, super long. Alors, pourquoi c'est super long? Il faut se mettre à la place de Pit et de ce que fait le moteur. Vous allez en fait analyser chaque classe de test. Pour chaque classe de test, vous allez regarder les classes typiquement qui sont utilisées, et ça de manière transitive, parce que votre test, il peut utiliser la classe A, mais si la classe A utilise la classe B, vous allez sans doute muter aussi la classe B pour vérifier. Et pour chaque mutator, vous allez appliquer le changement. Donc, en gros, ce qu'on va vite avoir, c'est une multiplication exponentielle du nombre de tests qui vont passer.
Puis à la fin, bien sûr, vous allez prendre tous les résultats, les agréger et créer vos reports. Mais ça, c'est du one-shot. Mais typiquement, c'est plutôt cette combinatoire exponentielle qui va faire en sorte que c'est super, super rare. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre Pit plus rapide? Première chose, on va appliquer moins de mutators. Alors, c'est bien et c'est pas bien, ça va être plus rapide. Par contre, vous allez avoir moins confiance puisque vous allez avoir moins de mutators. Ensuite, dans le même concept, on peut diminuer le nombre de classes qui sont éligibles aux mutations. Même chose, c'est mieux, vous allez vous allez diminuer la combinatoire, mais vous allez avoir moins confiance dans les résultats. Même chose pour les tests. Vous pouvez exclure certains tests, vous diminuez la combinatoire, vous excluez des résultats. Vous pouvez limiter la distance de dépendance. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on va muter non seulement les classes qui sont utilisées directement par le test, mais les classes qui sont utilisées par les classes qui sont utilisées par le test, donc de manière transitive jusqu'au je ne sais pas combien. Donc ça, c'est la dependency distance. Par défaut, si un test utilise une classe directement, la dependency distance, elle est de 1. Si une autre classe est utilisée par cette première classe, la dependency distance, elle est de 2 et ainsi de suite. Donc, on peut inférer que plus une classe a une dependency distance élevée, moins elle a de chances d'impacter le résultat du test, ce qui n'est pas forcément déconnant. Donc, du coup, on peut essayer de restreindre cette dependency distance, on perd un petit peu de confiance dans le rapport, mais on a des tests plus rapides. Et puis après, il y a les trucs gratos. Vous avez sans doute des machines multicœurs. Vous augmentez votre nombre de threads et de base, vous allez paralléliser vos tests unitaires et tout va bien aller. Parce que je suppose, j'infère, j'espère que vos tests unitaires ils sont indépendants les uns des autres. C'est l'objectif des tests unitaires normalement. Donc, les runner en parallèle, c'est la fête. Ce que j'ai fait et ce que je vous ai dit dans le duplicate math et le low predicate, ce que j'ai fait, j'ai bindé un Pit à la phase de test. Ce qui fait qu'à chaque fois que je veux tester juste en faisant test, il va jouer Pit. Donc, j'ai quelque chose qui est très, très lent et un truc qui est censé passer rapidement et je fais en sorte de les lier ensemble. Donc, à chaque fois, ça va être très, très lent. Ce n'est pas une très bonne idée, voire même c'est une très, très mauvaise idée. Vous devez conserver les deux choses séparées pour continuer à pouvoir faire des MVN tests très rapides et potentiellement sur votre serveur d'intégration continue, peut-être une fois par heure, peut-être je ne sais pas combien de fois par jour, ou je ne sais pas, passer vos tests de mutation. Vous ne devez pas forcément passer vos tests de mutation à chaque commit, sinon vous allez éclater. Il y a un truc qui s'appelle le SVM Mutation Coverage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un goal qui s'appelle Mutation Coverage, donc qui va tout tester. Vous pouvez faire SM Mutation Coverage, et ce que ça va faire, c'est qu'on va tester uniquement les classes et les classes de tests qui ont été modifiées depuis le dernier commit. Alors ça, je ne l'ai pas utilisé. Par contre, ce que j'utilise volontiers, c'est le Incremental Analysis. Ce qu'on va faire, au premier run, on va snapshotter les classes et les tests, et on va créer un hash. Et puis, la deuxième fois qu'on va le passer, on va vérifier, on va re-snapshotter les classes et les tests, on va vérifier les hashes. Si les hashes sont les mêmes, il n'y a pas besoin de repasser le test, ça n'a pas changé. Super important, on ne stocke par défaut pas cette information-là dans le répertoire target de Maven, sinon à chaque fois que vous faites un MVN clean, c'est dégagé. Donc, on le met bien à l'extérieur, et par défaut, je crois que c'est dans temp quelque chose, et ça va bien marcher. Donc, normalement, là, ça devrait être fini. Voilà. Donc, je vous rappelle, 7 secondes tout à l'heure, et là, 2 minutes 18. C'est quand même pas super fun. Hein. Par contre, on a des résultats qui peuvent être intéressants. Donc, si je me mets maintenant dans jeu d'harmonie, et on va aller dans les Pit Reports, notamment celui que je viens de passer maintenant, on a des choses intéressantes. Hein. Typiquement, org Joda Money Format, 99% de line coverage. Un développeur lambda, moi, je me dis, ah, on y va. Je fais les modifs, mes tests passent, c'est garanti que j'ai introduit aucune régression parce que mes tests, ils les ont catchés.
Ouais, sauf que ce n'est pas vraiment la même chose. Là, on a 80% de mutation coverage. Donc, ça me laisse une marge d'erreur de 20%. Donc, j'ai une chance sur 5 d'introduire une modification qui ne va pas être catchée par mes tests. Ça fait moins plaisir. Donc, par exemple, le print context, 57%, 0%. Je ne sais pas qui a fait le code de ça. Voilà. Et là, on voit quoi? Check not null sur la locale. Donc, typiquement, il n'y a aucun test qui vérifie que quand on lui passe une locale qui est nulle, il y a quelque chose qui se produit. On va envoyer une exception. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il y a un mec qui va virer ça. Et puis, quelque part dans le code, on va envoyer nul et ça va éclater. Et ça ne va pas être pris en compte par les tests. Le test harness ne va pas vérifier ça. Donc, c'est ce différentiel entre ici le line coverage et ici le mutation coverage qui est super, super dangereux. Parce que typiquement, plus vous avez un line ou un branch coverage qui est haut, plus vous avez confiance, mais le mutation coverage vous donne le vrai niveau de confiance que vous devez avoir. Donc, normalement, quand on fait du mutation testing, on oublie la première colonne et on se focalise uniquement sur la deuxième. Là, typiquement, mutation coverage de 100%, là, je suis sûr que si j'introduis une régression, je suis sûr que ça sera bloqué par le test. Et c'est très, très bien. Là aussi, 100% de line coverage, 80% de mutation coverage, pas très, très bon. Donc, j'en étais à comment est-ce qu'on peut aller plus rapidement. Donc, ce que j'ai fait ce matin, j'ai déjà fait le incremental analysis. Donc, mes données d'historique, elles sont déjà quelque part. Donc, normalement, je n'ai plus qu'à aller les récupérer. Et hop. Donc, c'est cette petite line historique qui m'intéresse. Alors, désolé, je m'étais mis en ne pas déranger, mais il semblerait que ça ne coupe pas le son. Donc, je vais me mettre en ne pas déranger sans son. Donc là, je relance ça sur le même projet, mais comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai fait de l'incremental analysis. Donc, les haches ont déjà été calculées et normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide. Donc là, j'étais à 2 minutes en passant tous les tests. Et là, comme j'ai fait aucune modification, en fait, il va juste tout vérifier, etc. Il va dire, ah, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Et je vais avoir un rapport qui est beaucoup plus rapide. Par contre, il ne faudrait pas qu'il me fasse mentir, parce que ça ne va pas me faire plaisir si je vous dis un truc et que ça ne se passe pas. Allez, sois sympa. Ah, j'ai bloqué. Pas cool, hein? Bon, j'ai bloqué, je ne sais pas pourquoi. Bref, il y a une autre manière encore d'améliorer la rapidité de votre mutation testing, et ça s'appelle Extreme Mutation Testing. Alors, au contraire, ce n'est pas du tout extrême, en fait. Le truc, je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on va faire, on va réduire le nombre de mutateurs, etc. Donc, le concept de Extreme Mutation Testing, c'est qu'on va utiliser un nombre de mutateurs qui est super limité, et il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'avec ça, voilà, si 1 minute 30, mais normalement, ça aurait été peut-être plus rapide. Je vais le relancer. Je ne sais pas pourquoi j'ai frisé un moment. Et donc, avec ce nombre limité de mutateurs, on peut catcher 80% déjà des erreurs dans les tests, ce qui est déjà pas mal. Donc, si vous voulez commencer tranquille mimile, vous pouvez utiliser ce Extreme Mutation Testing. Et pour ça, Pete est bien fait parce qu'en fait, il vous permet. Donc, par défaut, il a un moteur, donc il a une couche d'abstraction. Il utilise un moteur qui s'appelle Gregor, et donc qui vous fait tout ce que je vous ai décrit ici. Voilà, là, c'est 28 secondes. Désolé, je ne sais pas pourquoi il a frisé, il a perdu l'historique pour une raison X ou Y. Et en fait, il est possible de changer de moteur. Donc, il y a un moteur qui s'appelle Descartes et qui permet d'avoir ce nombre limité de mutateurs. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai modifié Jodamoni pour mettre Descartes, donc le moteur Descartes, dans les dépendances de Pete. Donc maintenant, ce que je peux faire, je peux utiliser Descartes. Et là, comme le nombre de mutations est très limité,
comme ce qu'elles font aussi, c'est très, très limité, ça va aller beaucoup, beaucoup plus rapidement, avec forcément, beaucoup moins d'intérêt, mais vous allez encore quand même catcher 80% des problématiques que vous auriez pu introduire, ce qui est un bon compromis si vous êtes pressé. Donc, on peut penser que vous pourriez avoir plusieurs étages à la fusée. Premièrement, vous pouvez avoir des tests de base avec le code coverage ou pas. Deuxième étage à la fusée, vous avez PIT avec des cartes. Voilà, 31 secondes, c'est assez rapide. Et le deuxième étage à la fusée, vous avez PIT avec le moteur par défaut Grégor et qui va essayer de tout vérifier. Donc, normalement, là, je dois avoir le rapport. Alors, vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai un pourcentage qui est plus élevé que tout à l'heure, et c'est normal, puisque j'ai moins de mutants, enfin, j'ai moins de mutateurs, donc je vais avoir moins de mutants qui vont être vérifiés. Par contre, vous voyez ici, le 0% et le 57%, je l'ai toujours. Et donc, typiquement, c'est toujours le même problème. Ici, on a supprimé ça, et il n'y a aucun test qui le catch. Donc là, vous pouvez voir tous les mutateurs qui ont été activés. Ils sont assez rapides. Ils sont assez faciles à comprendre. Voilà. Conclusion. Je vous ai parlé, je vous ai dit que mutation testing, c'était trop bien. Est-ce que c'est la fin du testing? Alors, non, ce n'est pas la silver bullet. Pourquoi? Parce que je vous rappelle le départ de la conversation, c'est-à-dire il y a plein de tests disponibles pour votre application et il n'y a rien qui teste vos tests. Du coup, le mutation testing, c'est bien pour tester vos tests. Par contre, tout le reste, integration testing, penetration testing, performance testing, vous devez continuer à le faire. Aussi, et j'insiste parce que surtout chez les crafters, parfois j'ai pu voir des choses un petit peu étranges. Il y a 10 ans, j'étais obligé de quasiment prendre les développeurs par la peau du cou et de leur dire hey, maintenant il faut faire des tests, il faut faire des tests. Là, vous ne testez pas, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on assiste à l'inverse. On va vouloir avoir 100% de tests, 100% de code coverage, parce que ouais, nous, on est des crafters, quoi. Donc, on est fiers de notre travail et on veut le faire voir à tout le monde qu'on a bien fait notre boulot. N'oubliez pas, et là, je pense que je vais rentrer en conflit avec Bob Martin quand il interviendra, donc vous n'hésiterez pas à lui dire que voilà, je m'inscris en faux sur la plupart des choses de ce type-là qu'il va dire. Les tests, vous ne les livrez pas au client. Lui, ce qu'il veut, c'est une application qui tourne en prod. Les tests, c'est pour vous. Alors après, si vous travaillez pour le client, on peut discuter, etc. Mais en gros, c'est pour vous assurer qu'il n'y a pas de bug. Et l'objectif des tests, pourquoi vous faites des tests, c'est parce que vous pensez que vous avez fait le trade-off et vous pensez que le temps que vous passez à faire des tests, d'accord, il est inférieur au temps que vous allez perdre s'il y a un bug qui a été catché par les tests qui se retrouve en production. Okay. Sauf qu'à un moment, votre courbe de retour sur investissement, elle est asymptotique. Et du coup, à chaque fois que vous allez monter dans la qualité, le gain, il va être de plus en plus faible. Et c'est là toute la limite de l'exercice, c'est qu'il va falloir, vous, en tant que développeur, en tant qu'ingénieur, en tant que crafter, trouver la bonne limite, et j'ai aucune manière de vous dire c'est la bonne limite, pour dire là, je commence à faire de la surqualité, ok, je n'ai pas 100% de code coverage, je ne peux pas me la péter vis-à-vis de mes petits camarades pour dire hey, moi j'ai 100% de code coverage, mais là, je commence à juste perdre mon temps, quoi. Alors, juste 2 éléments pour votre réflexion, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait du consulting et j'ai appris une règle dans le consulting, c'est « it depends ». Et c'est vraiment… Souvent, les gens ils disent « it depends » pour maquiller le fait qu'ils ne savent pas. Moi, je le dis souvent, alors je ne sais pas mieux, mais j'essaye toujours d'argumenter « it depends ». Imaginez que vous soyez développeur sur Candy Crush et que, typiquement, si vous faites un bug, l'application elle peut planter, peut-être que l'application elle peut distribuer plus de cristaux que nécessaire. Ouais, c'est pas très grave. Ça peut se régler après. Maintenant,
je prends l'exemple d'une application qui va aider à faire de la chirurgie à distance ou une application de pilote automatique, aide à la navigation, ou toutes ces plaisanteries comme ça, où typiquement, il y a de la vie humaine qui est derrière. J'espère vous avoir montré que le 100% de code coverage, ce n'est pas suffisant dans ce cas-là. Du coup, il va falloir dire, OK, je suis dans tel et tel contexte, et il n'y a que vous qui pouvez le savoir, pour dire là, je fais de la surqualité, ou là, je fais mon boulot. Donc, pensez toujours, s'il vous plaît, à retour sur investissement, la métrique du code coverage en elle-même, et même la métrique du mutation testing, du mutation coverage, elle ne veut rien dire, elle n'a aucun intérêt. À part pour vous la péter auprès de vos collègues, mais ça, c'est en dehors de mon domaine. Donc, merci de votre attention. Vous pouvez suivre mon blog qui est bien orienté Java, moins test maintenant que je ne fais plus de projet, mais bien Java. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Ici, je vous ai mis deux liens. Le premier lien, celui-là, c'est un lien qui peut vous intéresser parce qu'en fait, c'est le repository que je vous ai montré sur le low predicate et le duplicate maths. Le deuxième, ce que je vous disais, c'est un truc qui recense tous les outils de mutation testing dans les différents stacks. J'ai vu qu'il y avait Kotlin. Il y a 2 personnes qui font du Kotlin. J'avais essayé d'utiliser Pit avec Kotlin il y a déjà quelques années et les résultats étaient plutôt bons. Du coup, vous pouvez essayer et à mon avis, vous n'aurez pas trop de faux positifs. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, vous pouvez commencer, même si vous faites du Kotlin, à utiliser mutation testing. Pit est vraiment bien adapté pour ça. Après, j'ai mon taux qui n'était pas lié à Azolcast, mais c'est quand même mon boulot. Donc, si ça vous intéresse Azolcast, n'hésitez pas à me rejoindre sur notre Slack. Et si vous voulez être formé gratuitement, on a aussi des trainings. Et donc, voilà, je n'ai pas eu de questions interactives, mais c'est le moment. Donc, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Merci Nicolas. Merci à vous. Donc maintenant, les questions. On vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Ou vous êtes tous timides? Allez, j'ai trollé à fond, quoi. Vous pouvez y aller. Moi, j'en ai une. C'est toujours la première qui est compliquée. Oui, c'est vrai. Au début, tu as tapé sur le code coverage et cette métrique en disant qu'elle n'était pas suffisante. J'ai compris qu'elle était nécessaire, mais c'était pas la seule. Il fallait l'associer à ce fameux mutation coverage. La question que j'ai, c'est est-ce que, au-delà de Pitest, c'est ça, Pit? Je ne sais pas comment tu l'appelles. Ouais, moi, je dis Pit, mais ouais. Est-ce que les outils comme, est-ce que les outils comme Sonar, ils valorisent ce mutation testing? Parce qu'en fait, on est vachement influencé par les outils. Et aujourd'hui, la seule métrique qui est mise en valeur dans des outils comme Sonar, Jacoco, c'est le code coverage. Est-ce qu'il y a moyen de... Enfin, est-ce que la notion de mutation testing, moi, je la découvre aujourd'hui, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est valorisé d'une certaine manière? Alors, c'est une excellente question. Donc, je vous ai fait une petite introduction sur les KPI débiles. On est exactement dans ce cas-là. J'espère qu'il n'y a pas de manager parmi vous. J'ai coutume de dire que le seul avantage du code coverage, c'est que même un manager peut le comprendre. Hein, la formule, j'ai le nombre de lignes de code exécutées divisé par le nombre de lignes de code total, ça me donne un pourcentage. Et un manager, il peut comprendre. N'importe quel manager peut comprendre. Du coup, super, voilà. Donc, super les gars. Donc, j'ai compris la métrique. On va avoir ça comme objectif. Et puis, on a Sonar. Regardez, hop, on peut suivre notre truc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à faire des tests sur les getters et les setters. Hein. Ça ne mange pas de pain. Non, et c'est ça. Hein. Honnêtement, je vais être super honnête avec vous. Je crois que je suis passé par toutes les étapes. Quand j'étais plus jeune, parce que oui, j'ai aussi été jeune, il y avait des vérifications sur la Javadoc. Je ne sais plus quel outil, si c'était Checkstyle ou PMD qui vérifiait la Javadoc. Checkstyle. Ouais. Du coup, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris un outil qui générait la Javadoc sur les getters et les setters. J'avais plus de violation, champion du monde. Utilité, environ proche de 0. Non, j'avais appris comment on faisait une génération d'outils automatiques. C'était vraiment, vraiment trop cool. Du coup, on est exactement dans ce truc-là. Donc, déjà, mon premier point, c'est
je ne suis pas accompagnateur du changement, donc je ne sais pas comment votre management il gère les KPI, il gère le code coverage. Donc, par contre, vous êtes crafter, donc peut-être vous pouvez commencer par évangéliser vos collègues pour dire « ouais, on a 100% de code coverage, mais tu vois, ça ne vaut pas tripette quand même. » Et j'ai des taux qui sont disponibles, enfin j'ai ce taux-là qui est disponible en anglais. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez leur montrer. Après, je ne sais pas, c'est peut-être que tu as enregistré, Alexandre. Celui-ci, il est enregistré, oui, tout à fait. Ok, ben voilà, encore mieux. Ok. Deuxième chose, en fait, c'est, ok, ben maintenant, on a une nouvelle métrique qui s'appelle le Mutation Coverage. Comment est-ce qu'on fait pour la mettre en évidence? Alors, à l'époque, le mec qui m'a montré le Mutation Code Coverage, en fait, qui s'appelle Alexandre Victor, d'ailleurs. Je le remercie s'il voit cette vidéo parce qu'il m'a convaincu. Il avait fait un plugin pour Sonar. Du coup, il était possible d'afficher dans Sonar votre Mutation Code Coverage. Et tu soulèves un point important. OK, on a une bonne métrique, mais qui c'est qui la valorise? Bah, voilà. Donc, Sonar peut le faire. Peut-être que le plugin est encore utilisé et maintenu. Je crois qu'à un moment, il ne l'avait plus maintenu, mais peut-être que quelqu'un d'autre l'a repris. Je ne sais pas. Mais c'est une excellente remarque. Et je te remercie de l'avoir posé. Donc, du coup, bah, regarde s'il y a un plugin pour Sonar. Mais effectivement, si ta fenêtre sur la réalité, c'est Sonar, bah, la réalité, elle est plus large que Sonar. Et malheureusement, effectivement, tu vas… Mais c'est le même problème des tableaux Excel. Hein. On a des tableaux Excel, puis chaque middle manager agrège les tableaux Excel de ses subordonnés, puis à la fin, tout en haut, on a un nombre. Puis ce nombre, il est censé refléter la réalité. Mais la réalité, voilà, bah, vous connaissez le principe. Hein, en Suisse, ouais, mais votre TJM, vous êtes beaucoup trop cher. Les gars, qu'est-ce que vous foutez là, hein, 1000 balles par jour. Il vaut mieux, on peut prendre 4 Indiens pour ce prix-là. Hein. N'importe quel CFO ou DAF va vous dire « Ah, bah, allez, c'est pas grave, on prend 4 Indiens. Et puis, de toute façon, même s'il y en a un qui ne fout rien, eh ben, il produira toujours plus de code qu'un Suisse. » Et puis là, on se rend compte que, en fait, il y a des gens qui ont des productivités négatives, etc. Et le problème, c'est que le mec qui a le tableau de bord tout en haut ne connaît pas du tout ce concept-là de productivité. Et lui, ce qu'il voit juste, c'est le TJM. Le problème quand tu te focalises sur une métrique, c'est que tu perds toute la finesse, la subtilité et tout le contexte. Quoi. Alors, il y a toute une série de questions qui sont venues sur le chat. Oui. Donc, le premier, Mathieu, vas-y. Alors, si il n'y aurait pas moyen de dire rapid test de tester seulement le code affecté par les nouveaux changements, alors si j'ai montré deux manières de faire. D'une part, utiliser le goal SM code coverage, donc qui se base sur le SCM. L'autre, c'est d'utiliser le with history, qui va prendre le hashcode de chaque classe de test et classe normale qui a été la première fois, et puis après, la deuxième fois, il va aller vérifier si les hash ne sont pas changés. Donc, si, tout à fait. Et après, il y a Olivier. Alors, comment utiliser les tests de mutation, une méthode pour construire des tests d'acceptance en l'absence de Twarnet test? Alors, il faut, en tout cas, moi, mon expérience, c'est garder vos tests de mutation au niveau des tests unitaires. Si vous commencez à utiliser des tests de mutation sur des tests d'intégration qui sont déjà plus longs, vous allez avoir plein de problèmes. Donc, là, je vous ai montré une nouvelle méthode ou peut-être quelque chose qui a piqué votre curiosité. Commencez petit. Commencez sur les tests unitaires. Déjà, vous verrez que vous aurez plein de problèmes. Ça prend du temps, peut-être des faux positifs, etc. Et puis, vous verrez que déjà à ce niveau-là, vous aurez déjà suffisamment de bugs ou de issues à créer et c'est vraiment sympa. Et si vous pensez que c'est trop long, etc., j'ai un petit conseil. Prenez un projet normal qui est fait avec du craft, etc., avec des tests unitaires, et faites tourner la ligne de commande que je vous ai montrée pendant la nuit. Hein, vous le faites une fois rapidement et vous vérifiez. Et déjà, vous allez vous dire, ouais, mais ça, c'est pas testé, ça, c'est pas testé, ça, c'est pas testé. Vous allez voir plein de choses sur des packages qui ont 100% de code coverage. Donc, c'est déjà pas mal. Pour Kotlin avec JUnit 5. Alors, en fait, ce n'est pas pour Kotlin avec JUnit 5. Donc, comme je vous l'ai dit, ce matin, j'ai pris ma matinée pour mettre à jour le repo. Donc, avec JUnit 5, il faut ce pip test JUnit plugin. Et ça n'a rien à voir avec Kotlin. Et effectivement, sinon,
Pit, par défaut, il est bien fait pour JUnit 4. Mais sinon, ça marche comme dans du beurre, quoi. Et si la PID est inverse, si ma tante en avait, mais là, pas de bol, les gars. Hein. Là, là, vous avez d'autres problèmes, quoi. Hein. Si la pyramide est inversée, il faut déjà travailler sur le sens de la pyramide. Pas de bol. Hein. Vous avez le cream cone. Ok. Mais merci pour toutes vos questions, c'est cool. Ok. Donc, normalement, le repo est à jour. Donc, j'ai bien JUnit 5. Normalement, tout est bien configuré. Et j'ai fait 2-3 blogs sur Pit, notamment sur Pit avec Kotlin, sur Pit pour aller plus vite. Donc, je n'avais pas des cartes à l'époque. Des cartes, c'est tout nouveau. C'est la première fois que je montre des cartes. Et c'est Vincent Massol qui m'a éclairé sur des cartes. Du coup, s'il voit la vidéo aussi, je le remercie parce que en fait, on apprend tous les uns des autres et c'est vraiment cool.